Ingomag. C'est le moment de présenter les réalisations, les résultats que nous avons pu obtenir dans la mise en œuvre de ce projet. Le projet se nomme « Renforcement de la cohésion sociale pour les femmes et les filles, rapatrier les personnes déplacées et les communautés d'accueil dans 3 provinces du Burundi ». Donc, pour vous présenter de façon sommaire le projet, l'effet du projet s'intitule « Les femmes déplacées et les femmes rapatriées retrouvent leur dignité et bénéficient de solutions durables ». Et dans ce projet, nous avons 4 principaux résultats qui sont les femmes et les filles déplacées et rapatriées reçoivent une aide matérielle et psychologique pour répondre à leurs besoins urgents afin d'améliorer leurs moyens de subsistance et de retrouver leur dignité. Deuxième résultat, les femmes et les filles déplacées et rapatriées s'intègrent dans leur nouvel environnement, acquièrent une plus grande autonomie et participent équitablement à la vie de la communauté. En troisième résultat, les femmes et les filles affectées participent à la construction d'un environnement plus pacifique et plus protecteur et contribuent à la cohésion sociale. En quatrième résultat, la capacité des acteurs communautaires à promouvoir les droits des femmes en général et à lutter contre les violences envers les femmes est renforcée pour une réponse efficace et coordonnée aux victimes. Le projet s'est réalisé sur 3 provinces, notamment Kirundo, Muyinga et Bujumbura, mais plus spécifiquement dans les communes de Mutumbuzi, Bugabira, Busoni, Kirundo, Giterani, Gasowe, Buinunza et Muyinga. Et la cible du projet était de 6 000 bénéficiaires directs, dont les filles, femmes, hommes et garçons, des personnes déplacées internes, rapatriées et aussi les membres de la communauté d'accueil. Le fonds alloué au projet était de 454 545 $ et nous avions eu la collaboration des partenaires tels que Kazosa Keza, Terra Renaissance, Centre Umura et le consortium amical des radiodiffuseurs du Burundi, l'association des femmes médecins et l'amicale des musiciens du Burundi. La durée du projet était de 12 mois, d'avril 2020 à mars 2021. En termes de résultat 1, l'indicateur qui nous était destiné de remplir, d'atteindre, est 6 000 femmes et filles survivantes d'une crise humanitaire ont accès à des kits de dignité et à une assistance psychologique. Et comme résultat, nous avons pu toucher 2 244 ménages avec environ 11 220 personnes, dont 5 722 femmes et filles et 5 498 hommes qui ont reçu des kits de dignité allant des effets personnels jusqu'à des détails très près, parce que nous avons tenu à faire une évaluation sur le terrain pour nous rassurer que ces besoins qui allaient être couverts étaient les besoins spécifiques de ces femmes. Et donc, vous voyez qu'il y a des foyers améliorés pour la cuisine, les repas chauds, il y a des ustensiles de cuisine, les nattes, les serviettes hygiéniques pour les jeunes filles, les tôles et bien d'autres. Et ce qui était intéressant, lors de l'évaluation des besoins sur le terrain, nous avons remarqué qu'il est vrai, les kits étaient donnés, le riz était donné, beaucoup de choses étaient données, mais les sœurs, les frères, sur les sites, avaient une santé précaire. Et tout le monde demandait des comprimés, tout le monde demandait des comprimés de base, des médicaments de base. C'est dans ce contexte que
le partenariat avec l'association des femmes médecins a permis de faire des consultations gratuites à ses bénéficiaires sur les sites de Sobel, de Kiramango et Kininia. Et ces consultations ont permis de toucher plus de 3578 personnes, incluant les femmes et aussi les hommes, et de leur donner aussi des médicaments de base, des paracétamol, des déparasitants, tout ça pour l'usage vraiment très usuel. Ici, vous pouvez juste remarquer, lors des distributions, des kits dont on vient de parler, des distributions de charbon, des distributions de foyers améliorés, les pagnes, les ustensiles de cuisine. Ici, vous voyez plutôt les consultations médicales avec les médecins, l'association des femmes médecins, le gouverneur de Bujumbura, madame la représentante, et bien évidemment les partenaires avec les kits qui étaient prévus pour être distribués aux bénéficiaires. En résultat 2, les femmes et les filles déplacées et rapatriées s'intègrent dans leur nouvel environnement, acquièrent une plus grande autonomie et participent équitablement à la vie de la communauté. Les indicateurs qui nous étaient assignés étaient nombre de femmes et de filles participant à des groupes d'épargne et de crédit, nombre de femmes et de filles appartenant à des groupes de communautés mixtes ayant accès à des services financiers classiques, pourcentage de femmes et de filles participant à des activités génératrices de revenus mixtes avec des revenus accrus. Comme résultat, nous avions eu plus de 4000 femmes et quelques hommes regroupés au sein de plus de 166 groupements d'épargne et de crédit dans toutes les communes qui étaient prévues du projet Kirundo, Muyinga et Bujumbura. Ceux-ci ont bénéficié de tout ce qui était formation en éducation financière, en entrepreneuriat, création et gestion d'AGR, en crédit épargne et évidemment en leadership. Parce que vous savez qu'on ne peut gérer de l'argent si on ne développe pas en nous le leadership qui est caché. Et donc, c'est cet ensemble de compétences qui ont été données aux femmes et aux filles de ces zones. Et parmi ces personnes-là, nous avons 37% de personnes déplacées, 6% de rapatriés et 57% de la communauté haute. Aujourd'hui, ces personnes qui sont regroupées dans ces différentes VSLA, Village Saving Loan Association, ont créé des AGR qui fonctionnent et qui leur permettent de pouvoir prendre soin de leur famille, ne serait-ce que les besoins élémentaires. On continue aussi avec les résultats de... Vous voyez, ce sont des images qui parlent. Dans ce projet, il y a eu beaucoup de réflexion, mais aussi beaucoup d'écoute. Comme je vous l'avais dit, on s'est basé sur les besoins des communautés. Et tout le renforcement des capacités a permis de créer beaucoup d'AGR dans le domaine de l'agriculture, du commerce vivrier, de l'artisanat, de l'élevage de petits bétail, mais aussi, après avoir écouté les bénéficiaires, ils nous ont dit on a besoin d'apprendre un métier. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de terre pour cultiver. À chaque fois, on doit se déplacer. On a besoin d'apprendre un métier qui nous suit partout où nous allons. D'où la création et l'équipement de 4 hubs de couture, des ateliers de couture, qui ont été équipés
avec 17 machines à coudre et autres matériels consommables, et la formation de ces femmes au métier de couture. Il y a aussi que, dans toujours l'écoute de nos administrateurs au niveau gouvernemental, le centre professionnel de Kirundo, qui existe, avait des besoins en termes de couture, d'équipement de couture. Et l'idée était en équipant ces centres, il allait être utilisé par toutes les autres femmes de la zone plutôt que uniquement pour les bénéficiaires. Et il faut remarquer qu'il y avait certains bénéficiaires qui habitaient dans la zone et qui ne savaient pas comment se rendre jusqu'à Boussoni pour faire la couture. D'où l'équipement de ce centre. Nous avons aussi permis la création, la mise en place de 5 unités de production de savon et la formation des femmes en savonnerie. Vous savez que le savon, c'est on va dire le bien le plus utilisé. Et dans ce contexte de Covid, où il faut toujours se laver les mains, le savon était devenu cher. Comment permettre à nos bénéficiaires de pouvoir avoir accès, mais aussi d'en faire une activité génératrice de revenus? Pour l'innovation, je vais laisser la parole à Ange, qui va me suppléer tout au long de cette présentation, de sorte que vous ne soyez pas ennuyés par ma seule douce voix. Merci, Éléonore. Rebonjour à tout le monde. C'était vraiment un plaisir pour nous de faire partie de ce projet et nous remercions beaucoup ONU Femmes de nous avoir permis d'innover et de vraiment contribuer dans ce projet-là. Alors, pour ce qui est de l'innovation, dans les différents groupements que nous avions eu à travailler directement avec 126 groupements dans les 3 provinces. Ça veut dire que les 126 groupements étaient en 9 communes et représentent 3150 femmes. Elles sont en groupement d'épargne et de crédit. Alors, ce qu'on a entendu, c'est qu'à chaque fois, il y a un trésorier dans les groupements. Les trésoriers ont toujours les caisses d'épargne. Et quand elles rentrent chez elles avec ces caisses, des fois, elles ne sont pas en sécurité, au fait, de pouvoir les transporter parce qu'on ne sait jamais qui peut les voir et autres. Il y a ça, d'abord, qu'on a entendu. Mais la deuxième chose, c'était le fait de vouloir digitaliser, si possible, la communauté locale. Alors, ce que nous avons initié, c'était de donner un téléphone par groupement. Et ce téléphone allait servir de compte. Donc, vous avez déjà entendu Mobile Money. Donc, on a donné un téléphone qui servait de compte pour le groupement. Merci. Qui servait de compte pour... de compte pour le groupement. Et alors, lors des réunions, ce qui se passe, c'est que l'argent est enregistré et échangé en mobile money. Et ça, c'est aussi une activité qui est un agent EcoCash qui fait partie du groupement. Et donc, ça sécurise l'argent, de 1. De 2, ça permet aussi le contrôle qu'on peut voir des différentes transactions qui ont été faites. Et ce qui est bien maintenant, en termes d'innovation, c'est que Econet, qui a été la maison avec laquelle on a travaillé, on a pu négocier avec eux et leur demander 3000 cartes SIM pour le reste des bénéficiaires en échange. Ça veut dire qu'ils ont un compte, mais en échange de cela, ils donnent une opportunité économique à ces femmes-là. Donc, nous avons des kits scolaires que nous fournissons et Econet nous promet de sponsoriser et ce sera de l'argent qui rentrera encore dans les groupements de femmes qui ont été formées en couture.
Une autre innovation était que chaque hub a reçu une lampe une lampe solaire. Et la lampe solaire, elle est chargeable. Elle peut charger non seulement le téléphone, mais les téléphones des membres, mais aussi sert d'AGR pour les individus dans l'environnement. Ça veut dire qu'ils peuvent venir et payer, et ils ont au moins 1000 francs minimum par jour qui rentrent à 30 000, qui rentrent 30 000 par groupement de cette initiative. Donc, on est très heureux de voir comment les femmes rurales peuvent maintenant être digitalisées. Et nous avons aussi une banque, EcoBank, qui est intéressée à pouvoir ouvrir les comptes dans un de leurs projets qui s'appelle Elevate. J'inviterai même les autres à suivre cette initiative-là parce qu'il y a des produits qui peuvent être là à être bénéficiés dans les communautés. OK. Autre chose que... Oui, voilà. Je voudrais aussi mentionner que nous avons reçu l'appui des administrateurs dans ce processus parce que les groupements d'épargne doivent être enregistrés. Et quand ils sont enregistrés, donc ayant des statuts, il y a eu de l'argent qui a été enlevé par l'administration pour que les femmes puissent avoir leurs organisations enregistrées. Donc, c'est très important en termes même d'un autre partenaire de voir que ces associations sont enregistrées. Autre chose, c'est que dans le troisième indicateur, il y avait les filles et les femmes affectées participent à la construction d'un environnement plus pacifique et plus protecteur et contribuent à la cohésion sociale. Et c'est vraiment une très grande réalisation où on a pu avoir 1021 femmes qui participent au renforcement de la cohésion sociale à travers la réalisation de 65 initiatives de solidarité communautaire. Et de là, bon, je vais citer, mais vous allez voir des images après. Et il y a eu, par exemple, les femmes qui se sont regroupées ensemble pour planter des arbres sur différentes collines, pour enlever des herbes au niveau des routes, qui ont tracé des fossés anti-érosifs dans l'exploitation des pauvres, qui ont participé aux travaux de protection des bassins versants dans les communautés et la réhabilitation des maisons endommagées par les vents violents. Ce que je voudrais faire comme commentaire, c'est que quand les organisations locales vont dans les provinces et autres, nous allons nous présenter, nous parlons de ce que nous allons faire, et des fois, les autorités locales ne nous voient pas en action. Mais quand on a des activités de ce genre où on voit un grand attroupement de femmes en train de faire des activités qui répondent aux besoins des communautés, là, je dirais que les groupements ne sont plus invisibles au niveau des communautés. Donc, c'était de très bonnes initiatives qui étaient utiles, mais aussi qui augmentent la visibilité des actions qui sont en train d'être menées au niveau des provinces. Voilà, ça, c'est les images de ce dont on parlait. C'était exactement à Kanyosha. On va passer à des histoires de succès. Comme vous l'avez entendu, nous avons des femmes ici qui représentent des groupements d'épargne et crédit. Peut-être pour nous qui sommes dans le monde humanitaire, nous entendons souvent des formations en vie SLA. Mais je voudrais vous rappeler que pour les communautés, les femmes entendent le bienfait des groupements d'épargne et crédit, mais ne savent pas exactement comment le faire. Donc, les formations sont très, très importantes pour que quand cela se passe, quand l'argent est mis ensemble, les bonnes structures, les bonnes pratiques qui sont données puissent vraiment être bénéfiques plutôt que d'amener du désordre.
Donc là, nous avons par exemple un groupement de 25 femmes qui est très spécifique, qui s'appelle Trungubumwe. Et avant, ces femmes n'avaient pas justement ces compétences dans l'épargne et crédit. Il ne s'agit pas de venir, de mettre de l'argent et puis de retirer. Il y a des pratiques à suivre et donc, comment les prêts se font. Et donc, elle précise très bien qu'après avoir reçu la formation de Terra Renaissance, qui était aussi un grand partenaire, et avec l'appui de ONU Femmes, les femmes ont pu donner de manière compétente. Elles ont obtenu un capital de 325 000 et quand quelqu'un veut avoir un prêt, il donne jusqu'à 50 000. Et ce qui est bien, c'est justement la connaissance et l'assurance que les groupements ont quand elles sont en train de faire ces transactions économiques. Je suis sûre que parmi nous, il y a même des salariés qui ne savent pas très bien comment manier cela. Donc, c'est vraiment des formations très, très compétentes. Une autre histoire de succès que je voudrais mentionner qui n'est pas là, c'était Ok, on ne l'a pas mentionné. Attends. Voilà, une histoire de succès que nous avons pu enregistrer au niveau de Casosa, c'était qu'il y avait 1460 kits qui devaient être distribués quand il y avait des dons. Et ce que nous avons fait, c'est que nous sommes allés dans les communautés, nous avons identifié des groupements de femmes qui avaient les compétences à pouvoir faire ces articles-là. Ça veut dire des femmes qui pouvaient faire des savons, ça veut dire des femmes qui avaient même l'huile de palme qui sert dans les savons, ça veut dire les femmes qui pouvaient faire les nattes, qui pouvaient faire les serviettes hygiéniques. D'ailleurs, on les a formées et puis on a racheté avec les fonds ces produits-là. Donc, ce qui est bien, c'est que non seulement ces kits allaient aux communautés, mais ces communautés-là ont aussi eu de l'argent provenant de l'achat. Donc, on n'est pas allé acheter dans des magasins où l'argent rentre chez les gens qui ont de l'argent, mais nous avons eu un grand pourcentage des revenus qui est allé directement dans les communautés. Le quatrième résultat, c'est le résultat des capacités des acteurs communautaires à promouvoir les droits de femmes en général et à combattre la violence à l'égard des femmes et renforcer pour une réponse efficace et coordonnée aux victimes. Et les grandes réalisations, comme vous le voyez, il y a 601 hommes et femmes, des entités administratives et des structures de lutte contre la violence faite aux femmes au niveau des localités, dont 596 chefs de ménage, de collines sensibilisées, capables d'offrir un soutien communautaire aux survivantes. Si je me permets de faire un commentaire ici, à chaque fois qu'on est dans les communautés, les autorités locales entendent par exemple ONU Femmes et ils pensent que ça va être un appui juste aux femmes seulement. Et ils disent toujours « et les hommes ». Est-ce que vous venez faire une séparation entre hommes et femmes? Et donc, à chaque fois qu'il y a une activité où les hommes et surtout les administratifs sont inclus, ils comprennent très bien que le programme ne vient pas déstabiliser la cohésion sociale, mais aussi l'ordre social. Et donc, c'est un commentaire que je voulais juste partager en cela. Il y a eu une application mobile mise en place pour alerter, rapporter les cas de violence basée sur le genre, qui a permis aux prestataires de services EvaWeg, y compris les secteurs communautaires des centres de prise en charge, de fournir un mécanisme coordonné d'orientation des victimes des violences faites aux femmes et aux filles. Il y a eu formation de 20 journalistes, de 17 stations de radio et 5 musiciens sur le genre et la masculinité positive et les violences sexuelles basées sur le genre.
Il y a eu la production et la diffusion d'émissions radio, des sketchs, d'une chanson et d'un clip vidéo. Nous avons entendu la chanson tout au début du programme, de l'atelier. Et puis, il y a eu plus de 400 000 personnes, y compris les femmes, sensibilisées par les médias et les musiciens sur les violences basées sur le genre et la COVID-19 au plan national. Il y a eu aussi 36 représentants des organisations partenaires formées sur le genre dans l'humanitaire à Bujumbura. Et il y a eu 110 femmes leaders communautaires déplacées et rapatriées, et aussi de la communauté haute, y compris les femmes médiatrices, formées dans la prise en compte du genre à Bujumbura, Kirundo et Muyinga. Un petit commentaire que je voudrais faire, surtout avant qu'on ne passe au défi, c'est que, comme vous avez entendu, les communautés touchées proviennent de trois groupes. Les communautés hautes, les rapatriés et les déplacés. Alors, quand les rapatriés, par exemple, reviennent, nous avons tenu à leur demander à partager aux autres les connaissances qu'elles ont apprises dans les autres pays d'où elles provenaient, pour que ce soit une richesse à la communauté. Et aussi aux communautés hautes de pouvoir justement embrasser cette connaissance qui venait, non seulement des déplacés, mais aussi aux rapatriés. Et c'est une autre façon de renforcer la cohésion sociale d'une manière économique, parce que quand quelqu'un vous amène un savoir-faire qui va être traduit en argent, la cohésion est assez facile. Merci, je repasse la parole à Mme Éléonore. Merci, Ange. Ne va pas. Il faut rester là. Ok, merci beaucoup pour votre attention. Ce n'est pas fini, parce que la dernière phase de présentation, c'est la phase qui va nécessiter notre apport. Comme vous le voyez, c'est une clôture technique. Voilà. Et donc, on commence par les défis, parce que tout projet a des défis. Et en termes de défis, il a été remarqué que malgré l'implication des autorités locales, le processus de sélection des bénéficiaires est susceptible de laisser de côté certaines cibles ou d'aboutir à des doublons, duplication de l'assistance à cause des résurgences des catastrophes. Vous savez qu'à chaque fois qu'il y a des catastrophes, on fait des assistances. Lorsqu'on finit de faire l'assistance, on pense que tout va bien. Il y a encore des catastrophes qui arrivent et les mêmes bénéficiaires qui ont reçu les premières assistances sont encore vulnérabilisés ou se sentent encore bénéficiaires de cette nouvelle assistance. Donc ça aussi, c'est un grand défi. Il y a la forte demande de besoins humanitaires des personnes déplacées, en particulier pour les femmes et les filles, surtout l'assistance médicale, qui nécessite beaucoup de moyens financiers pour offrir les médicaments de première nécessité. La pandémie de Covid-19 limite les regroupements d'un grand nombre de personnes pour mener les activités, ce qui nécessite de toujours revoir les stratégies des partenaires pour pouvoir atteindre les objectifs. Généralement, on fait les réunions de VSLE avec 25 personnes, peut-être de façon quotidienne, de façon hebdomadaire. Mais avec la COVID-19, il faut réduire le nombre, essayer de multiplier aussi, bien évidemment, les séances de réunion pour qu'au bout des 9 mois ou au bout des 6 mois, on puisse avoir des résultats palpables. Et ça donne des coûts additionnels et fatigue un peu la mise en œuvre du projet. Il y a aussi la mobilité, le déplacement fréquent des bénéficiaires qui empêche de faire un suivi régulier des activités génératrices de revenus et est susceptible d'impacter négativement la viabilité des groupes de solidarité. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'à Gatumba, il y a eu plusieurs sites. Lorsque il y a eu une nouvelle inondation, les bénéficiaires qui étaient sur les sites ont dû se déplacer. Certains même sont allés beaucoup plus loin. Donc, du coup, les premiers groupements qui ont été mis en place
ne vont plus atteindre le nombre. Il faut chercher de nouvelles personnes pour intégrer et tout ça, ça fragilise un peu les résultats. Et évidemment, la courte durée du projet, c'est vrai, on est dans l'humanitaire. Quand on se donne 12 mois, on se dit que 12 mois, mais avec la Covid, on n'a travaillé que 8 mois. Et faire la transition entre l'assistance humanitaire et le développement, même en termes de capitalisation, 6 mois, on se dit que 6 mois devraient pouvoir nous aider à faire cette transition. Mais les 6 mois ne sont pas seulement 6 mois d'activité. Il y a aussi un temps de suivi qui n'a pas pu être bien fait. Et donc, nous disons que la durée du projet a été un défi pour nous. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des bonnes pratiques. Quand on est dans le milieu de l'humanitaire, il y a beaucoup de choses dont on doit tenir compte pour pouvoir adresser les questions qui s'offrent, qui se présentent à nous. Et en termes de bonnes pratiques, nous avons remarqué que l'implication effective de l'administration locale dans l'identification des bénéficiaires était un moyen qui permettait vraiment au projet d'avoir une référence administrative dans la gestion d'un certain nombre de conflits. Dans l'humanitaire, on sait ce que ça veut dire. Pourquoi je reçois, pourquoi l'autre ne reçoit pas, pourquoi je ne remplis pas les critères, pourquoi je ne remplis pas les critères. La deuxième bonne pratique que nous voulons énumérer, mettre en place ou s'appuyer sur l'existence des comités locaux de sélection des bénéficiaires selon les critères des projets permet une meilleure identification de ceux-ci et évite les risques de duplication. Parce que tout le monde sait qui est qui dans la communauté, le chef sait qui a pris exactement, mais pas forcément les partenaires. Le troisième point à mettre en exergue, l'enregistrement des groupes de solidarité auprès de l'administration locale permet une reconnaissance de ceux-ci au niveau local et leur donne de nombreuses opportunités, dont l'accès au crédit auprès des microfinances et autres services financiers. Parce qu'ils sont plus rassurés que ces groupements existent, ils sont enregistrés au niveau local et en cas de difficulté, ils savent vers qui s'adresser pour entrer en contact avec eux. L'autre bonne pratique qui n'est pas l'un des moindres, c'est la promotion de l'apprentissage de métier. La promotion de l'apprentissage de métier. Je vais mettre l'accent dessus parce que on a généralement tendance à mettre en œuvre des AGR agricoles. Alors que chaque cas humanitaire devrait être bien étudié pour voir la réponse d'autonomisation adaptée à ce cas. Lorsqu'on se retrouve dans des zones, je prends juste un exemple, à Kirundo, où tout ce qui est catastrophe naturelle est lié au changement climatique, si on veut développer des activités génératrices de revenus au niveau agricole, c'est sûr qu'à chaque fois que la catastrophe arrive et qu'il y a des inondations, il y a des sécheresses, cette activité génératrice de revenus reprend à zéro. Et on dit on les assiste toujours et puis ça ne change pas. Nous, on a écouté les bénéficiaires. Certains nous ont dit, nous, on veut apprendre la couture. Parce que tout le monde cherche à s'habiller. Nos enfants même vont à l'école, on doit raccommoder leurs habits. Mais on ne sait pas quoi faire. On n'a pas les moyens pour les machines, on n'a pas la compétence. D'autres nous ont dit, on lave les enfants, on lave les assiettes, mais on achète cher le savon. Et beaucoup d'autres besoins qu'on n'a pas pu répondre du fait du budget. Et c'est à partir de là qu'on a dit, mettons l'accent sur la promotion de l'apprentissage de métier. Parce que la dame, elle a sa machine, elle va avec. Le groupement qui a sa machine, elles ont commencé déjà au sein de leur église
à faire leur promotion pour dire nous on sait faire ceci, nous on sait faire cela. Les femmes qui produisent le savon, elles ont commencé déjà à produire des savons et à vendre à moindre coût. Quand un savon doit coûter 500, pour elles coûte 100 francs, 200. Mais en moins d'une semaine, et elles font la production 2 à 3 fois par semaine. Donc imaginez la rapidité avec laquelle elles vont pouvoir avoir de l'argent, mais en même temps aussi de regagner cette dignité-là, qui leur donne cette force au sein des communautés. Oui. Une autre bonne pratique est, Ange l'avait déjà mentionné, mais je vais un peu mettre l'accent dessus. Une bonne communication du projet auprès des opérateurs économiques permet de les impliquer dans le soutien des bénéficiaires. C'est la communication, la collaboration que les partenaires ont eu à avoir avec les opérateurs économiques en les invitant à chaque activité, qui a permis à Econet de dire, mais tiens, voici comment moi aussi je peux contribuer. Quand on sait qu'il n'est pas facile d'avoir des kits et autres au sein des communautés rurales. La création et le renforcement d'une plateforme d'interface entre les groupes de solidarité et les microfinances assure un accès plus facile de ces groupements aux produits financiers, épargne, crédit, susceptibles de leur permettre d'accroître, développer les activités économiques dans une logique de pérennisation. Nous nous sommes dit, on crée des groupements économiques, mais comment amener ces personnes à l'inclusion financière? Parce que nous savons que la base, c'est vrai, les VSLE, mais il faut grandir. Et pour grandir, accroître ces activités génératrices de revenus qui sont mises en œuvre, c'est évident qu'arrivé un moment, les fonds des VSLE ne suffiront plus. Donc, il faut les mettre en lien avec les microfinances. Et donc, des ateliers de sensibilisation et d'information entre les microfinances et les bénéficiaires ont été menés. Ce qui était intéressant et que nous sommes en train de capitaliser, c'est que les microfinances n'ont aucune idée du fonctionnement des groupes des VSLE. Ils entendent, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. Donc, imaginez-vous comment un groupement peut aller demander des crédits et ils vont leur donner. Mais en expliquant chacun, et les bénéficiaires aussi n'avaient jamais entendu qu'on n'est pas obligé d'ouvrir, d'avoir un gros montant pour ouvrir un compte. C'était l'occasion d'échange entre ces deux personnes et de pouvoir mettre sur la table des discussions, des négociations. Je vous laisse juste une petite anecdote. Les microfinances ont dit, mais oui, on va vous donner le crédit, mais vous allez faire comment? Les femmes leur ont dit, vous voyez, on est 25. On a un fonds de crédit. Si vous ne nous donnez pas, on va dans une autre institution de microfinance. Chaque mois, on peut mobiliser plus d'1 million. Imaginez ceci dans votre compte. Ça a changé le regard et ça a changé la perception de ces microfinances-là envers les groupements. Ça a changé même les négociations et le regard de force. Moi, je dis toujours, parce que la banque et les microfinances, c'est les plus forts, on ne donne pas, on ne donne pas. Et quand on a comptabilisé plus de 166 VSLE qui mobilisent au cours de l'année, combien de millions? Ce sont eux qui vont te faire fonctionner. Donc, on a essayé de revoir l'équilibre des forces, des négociations et d'emmener les femmes à pouvoir avoir cette estime de soi et pouvoir se vendre et vendre leur groupement pour acquérir des crédits. L'autre innovation de taille qui est la bonne pratique, c'était la digitalisation de l'épargne dont Ange vient de parler. Moi, je vais plutôt mettre l'accent, elle avait mis l'accent sur le risque de vol. Moi, je vais plutôt mettre l'accent sur la traçabilité de l'épargne parce qu'à partir de là, on sait aujourd'hui le membre numéro tant a pu épargner ou n'a pas pu épargner.
ils sont à combien ce groupement? Quel est le taux d'absence, le taux de rendement? Pourquoi les gens quittent le groupement? Et ça, c'est depuis chez le partenaire qu'on voit toutes ces évolutions. Ça permet de faire ce suivi-là à temps réel. Parce qu'à chaque fois que les groupements se réunissent, le partenaire sait que les groupements sont en train de se réunir et qu'on verra ce qui s'y passe. Donc, le suivi à temps réel et à distance, ce qui va venir résoudre un peu les questions de... On a besoin d'argent pour aller sur le terrain chaque 2 semaines ou chaque 3 semaines ou chaque semaine. Et ça nous permet de réduire un peu ces coûts-là, mais d'avoir toujours un regard sur ce qui se fait au sein de ces groupements. Donc, après avoir mis en œuvre ce projet avec tout ce qui est réalisation, succès et autres, il est vraiment important qu'on mentionne aussi les recommandations. Parce que ce sont les recommandations qui nous font grandir et qui nous font améliorer tout ce que nous faisons. En termes de recommandations, nous avons remarqué qu'il faut mobiliser suffisamment de ressources pour pouvoir accompagner les femmes et les filles et, si possible, agrandir les zones d'action du projet. Parce qu'il y a beaucoup d'autres zones qui sont affectées par les crises. Il faut vulgariser la chanson qui est produite, parce que c'est une chanson qui est très riche en enseignements, pour sensibiliser un maximum de personnes et les emmener à soutenir l'autonomisation des femmes et les protéger contre la Covid. On avait vu la chanson, mais on ne l'avait pas bien vue. Après, on va mettre la chanson. Vous allez voir les paroles, vous allez comprendre ce qui se dit, et ce qu'on va vous demander, c'est de pouvoir l'utiliser de façon à l'aise dans vos sensibilisations, parce qu'il aborde les mêmes thèmes que tout le monde aborde. Il y a aussi le fait qu'il faut bien coordonner les acteurs de l'humanitaire pour tenir compte des besoins spécifiques des femmes dans les évaluations de façon très précise pour une réponse inclusive et complémentaire de toutes nos actions. Quand une organisation se donne du riz, nous, on donne les assiettes, les ustensiles de cuisine. Personne n'est plus fort que l'autre, mais c'est ensemble qu'on peut adresser ces questions. Intégrer dans les dialogues communautaires des femmes les sensibilisations en alerte précoce sur les calendriers agricoles, permettant à celles-ci de faire face aux défis de changement climatique qui affectent les cultures. Nous avons eu cette recommandation venant de notre cher conseiller de Amuyinga. Voilà. Et le conseiller nous a dit, vous savez, ce sont les femmes qui sont au champ. Elles font les VSL, elles font les sensibilisations sur la nutrition, sur tout. Mais généralement, elles ne savent pas trop à quel moment on cultive, même si on fait des alertes, mais à chaque fois qu'elles se rencontrent, si vous pouvez intégrer ces genres de modules dans les modules qu'elles suivent lors des réunions de VSL, ça pourrait les aider et maintenir l'alerte. Nous avons aussi prévu des perspectives. Et c'est pour cela que vous nous serez d'un grand apport, étant partenaire dans l'humanitaire. Les perspectives que nous voulons énumérer sont renforcer la synergie entre les groupements mis en place et les différents partenaires, microfinance ou autres intervenants pour capitaliser les acquis. Généralement, les groupes VSL existent, mais chaque partenaire veut créer de nouveaux groupes, alors que les groupes existent. Donc, pourquoi ne pas bâtir sur ces groupes qui existent, surtout qu'on est dans l'humanitaire, qu'on ne crée rien, qu'on continue de bâtir, de renforcer ces groupes-là qui existaient. Continuer la mobilisation des ressources, surtout que les inondations sont de nouveau apparues dans les communes Mutumbezi et d'autres provinces avec plus de dégâts que précédemment.
capitaliser les bonnes pratiques issues de ce projet dans les actions futures. Et ce qui est très important, en collaboration avec les autres agences et ou les organisations humanitaires, élaborer des projets conjoints pour faire des actions plus consistantes et coordonnées, aboutissant à une synergie dans l'action et un complément mutuel. Et sur ce, je vais vous dire merci pour votre oreille attentive. Les questions sont les bienvenues, les recommandations sont les bienvenues et je pense que ça ne sera pas la dernière fois que nous nous retrouvons ici parce qu'ensemble, on va bâtir quelque chose, bâtir un projet beaucoup plus multisectoriel en prenant bien évidemment en compte les besoins spécifiques des femmes et des filles pour pouvoir adresser les questions humanitaires, particulièrement celles qui concernent les femmes et les filles. Je vous remercie. Ingomag.